Ce n'est pas l'année 2020 qui dira le contraire. L'humanité est sur le déclin. Nous sommes dans ce fameux flashback de film apocalyptique, celui qui raconte comment l'humanité s'est effondrée sans s'en Je apercevoir. vous souhaite une très bonne année 2020. Tout le monde avait craint l'an 2000, puis 2012, comme si le monde allait s'arrêter de tourner d'un coup ou exploser comme un ballon de baudruche parce qu'on l'a trop gonflé. Nous sommes fin 2020, et alors que la collapsologie prévoit un effondrement de notre civilisation entre cette année et 2030, le mot a fait son entrée dans le dictionnaire en juin. Ironique, n'est-ce pas? C'est bon les gars, le mot est reconnu, on n'a plus qu'à attendre de voir si vous aviez raison. Parce qu'après tout, la collapsologie n'est qu'un appel de phare, une chance préventive qui cherche à pousser chacun à réagir. Et surtout les politiques, on va pas se mentir. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc je prends la décision de quitter le gouvernement. Entre 2011 et 2015, la collapsologie a pris de plus en plus d'ampleur aux yeux du grand public. C'est un concept né en France, mais largement influencé par des décennies de recherche américaine. Dès le début des années 70, la question du freinage de nos activités apparaît, notamment par la publication en 1972 de The Limit to Growth par 4 jeunes scientifiques du MIT, sous la demande du Club de Rome. The Massachusetts Institute of Technology under the direction of Dr. Dennis L. Meadows. Bon, alors là-dessus, ils ont posé le problème à l'envers, ils ont dit à l'ordinateur, alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'en l'an 2000 on soit stabilisé? Alors l'ordinateur a répondu, il faut réduire les investissements, et vous voyez notre société de consommation ce qu'elle va faire, réduire les investissements de 40%, réduire de 50%, réduire la pollution de 50%, réduire l'exploitation des matières premières de 75% et réduire la production alimentaire de 20%. Oui, mais enfin, est-ce que c'est imaginable, alors que les 3/4 de l'humanité sont en état de sous-développement, freiner le progrès économique? Eh bien, vous venez de répondre à la question que vous me posiez tout à l'heure, est-ce que vraiment l'humanité est en danger? Alors, vous voyez, on trouve une solution, n'est-ce pas? Et vous dites vous-même, la solution est impossible à appliquer. Ben voilà le danger. Les scientifiques tentaient déjà tant bien que mal de sonner l'alarme. Depuis, il a été plus facile de les mettre dans un coin et d'attendre de les voir ressortir leurs arguments au fil des crises, plutôt que de les écouter. C'est un peu le tonton casse-bonbon qui parlait de politique au repas de famille alors que pourtant, on avait bien dit « pas de politique s'il te plaît ». Faudrait pas fâcher ceux qui préfèrent bouffer comme des gloutons sans réfléchir aux conséquences. Je pense que ces derniers mois, il y a eu un basculement. La question de la possibilité d'une rupture, d'un effondrement, elle est beaucoup plus présente qu'il y a 4-5 ans. Alors le terme fin du monde, c'est vrai qu'il est un peu provocateur. Bon, stricto sensu. Voilà, si on va être complètement littéral, ça dépend ce qu'on appelle le monde. Évidemment que même si on fait les pires saloperies à la surface de la planète, ce qui est déjà en cours, la Terre va continuer de tourner autour du Soleil. Donc si je prends ma casquette d'astrophysicien, le monde il sera toujours là. Il y aura toujours une planète tellurique que les martiens, enfin les néo-martiens, pourront voir dans leur télescope. Donc en ce sens-là, le monde demeure. Mais si on est un tout petit peu sérieux, c'est quoi le monde? On s'en fout, si la Terre devient un gros caillou, elle n'a plus aucun intérêt, plus aucune spécificité, plus aucune légitimité, elle ne mérite pas qu'on se batte pour elle. En fait, ce qui fait que la Terre est belle, c'est nous, quoi, c'est les vivants. La collapsologie ne s'est donc pas faite toute seule, et c'est bien dommage pour le Made in France. Mais aujourd'hui, cette science de l'effondrement donne le vent en poupe au survivalisme. Ce dernier courant de pensée et de vivre apparu aux États-Unis dans les années 60, tiens donc, a traversé l'Atlantique. Tu crois qu'il y a encore combien de personnes en vie? Dans le monde? Pas beaucoup. Je veux me perdre au fin fond de la nature. La vie sauvage. Une fois qu'on est perdu loin de tout, on fait quoi? Dis-moi, on fait quoi loin de tout? On vit tout simplement. Scrapping. Neck deep. Bear doesn't show you how to stay alive. On a créé une chose probablement unique dans toute l'histoire de l'humanité. On court jusqu'en haut. On a créé un paradis sur Terre. On en fait même des salons. Une peur sans frontières résultante d'un système toujours plus destructeur. Le monde peut prendre feu, nous sommes prêts à nous enterrer vivants pour continuer d'exister. Ce ne sont pas ces youtubeurs qui diront le contraire. Quand on en a les moyens maintenant, on crée un bunker. Actuellement, dans un champ, je vais pas vous mentir, je l'ai acheté. Il s'agit tout simplement de la construction d'un bunker. On va construire un bunker. Voilà. D'abord pour rire, on en voit plein dans les films, alors on se dit que ça ferait bien chez soi, ça fait des dimanches barbecue plutôt insolites, puis on finit par se dire que ça peut toujours servir. Une paranoïa constante, une insécurité grandissante, et on finit presque par vouloir la fin du monde pour pouvoir enfin l'utiliser. Que ce soit clair, le survivalisme, comme tout mouvement, existe sous plusieurs formes plus ou moins radicales. Mais ici, il n'est pas question du survivaliste du dimanche, celui qui veut simplement renouer avec la nature et des savoir-faire essentiels. Non. Ici, nous parlons du survivaliste, le vrai, celui qui se prépare à la fin du monde.
Ce dernier vit selon la simple loi de la nature, que le plus fort gagne. Chacun se prépare à survivre dans son coin, en groupe ou en solitaire. Là où les plus solidaires croient au potentiel de groupe, les plus individualistes, adeptes d'un survivalisme égoïste et refermé sur lui-même, ne chercheront qu'à sauver les êtres qui leur sont chers. Ces derniers, paniqués, en oublient tellement que l'être humain est un être sociable, qu'ils s'arment déjà pour se battre contre leurs semblables. Après tout, quel intérêt de sauver le monde quand il est déjà condamné ? Le survivaliste attend patiemment son heure de gloire, à la manière de nos anciens et de leur fameux « une bonne guerre et ça ira mieux », le survivaliste se languit de l'écroulement d'un système capitaliste toxique. Est-ce que le fait de penser à des scénarios catastrophes, ça veut pas dire aussi que tu les espères un peu quelque part ? Ah bah si, clairement. Ouais, moi j'espère bien qu'un jour notre pays se cassera la gueule, hein, tout part en vrille. Plus de loi, plus d'État. Ça remettra un peu de plomb dans le crâne à certaines personnes, tu vois. Ça ou une bonne vieille pandémie. Ouais. Il y a des super riches qui étudient les zones du monde les plus stables, là où il n'y a pas de centrale nucléaire, là où il y a un potager, ils ont une piste d'avion directe pour leur ferme en autonomie, il y a leur bunker, tout ce que... Entre les riches toujours angoissés par la perte de leurs possessions et le petit peuple qui, dans sa pauvreté, se rêve en héros charismatique de films apocalyptiques, la fin du monde est devenue l'échappatoire d'une humanité mal dans sa peau. Entre les scientifiques laissés sur le banc de touche et ceux qui prévoient, ou espèrent, déjà le pire, il faut croire qu'on rêve d'un monde fini avant même d'avoir essayé de le garder en vie. Il y a 40 ans, il était encore possible, en théorie, de ralentir le cours des choses et d'atteindre un état d'équilibre. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Les flashbacks de nos films préférés nous auraient donc menti. L'humanité ne voulait-elle pas qu'on la sauve ? Il faut croire que nous agissons comme des enfants, ignorant jusqu'au dernier moment les problèmes que nous avons générés, préférant penser qu'ils se régleront tout seuls, que ce n'est pas si grave. Et puis, finalement, quand le point de non-retour est atteint depuis longtemps, et que l'heure de rendre les comptes est arrivée, alors on est tétanisé. On préférait que rien n'existe plus, on préfère la facilité plutôt que d'affronter ce que l'on a engendré. L'alarme sonne en fond sonore depuis 50 ans, étouffée par le nouveau credo du consumérisme. L'humanité existe depuis 300 000 ans, soit environ 90 millions de générations successives, et elle refuse encore son sevrage, ne voyant pas comment quitter son développement néfaste et autodestructeur. Nous avons beau être le résultat le plus évolué d'une sélection intransigeante, nous subissons sans broncher les corrections d'une maman nature désespérée en espérant qu'elle finisse par se calmer d'elle-même. Mais la planète s'est toujours réparée d'elle-même. Nous ne la détruirons pas. Nous nous détruisons nous-mêmes. Bon, en attendant de nous réveiller, reprenons un peu de popcorn et regardons le dénouement de notre histoire. Avec un peu de chance, notre scénario apocalyptique recevra peut-être quelques Oscars. Make our planet great again.